Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication de Cap Digital et je suis ravi de vous accueillir pour cet événement Back from CES 2022, 2022, je ne sais pas comment dire exactement. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être si nombreux. Je sais que vous êtes plus de 200, 221 même, je crois, pour être exact, à vous être inscrits à cet événement, à cette session Back from CES 2022. Alors, comme vous le savez peut-être, chez Cap Digital, ça fait un petit bout de temps qu'on organise ce type d'événement, ce type d'événement de partage autour du CES. On l'a fait traditionnellement et pendant des années avec Olivier Ezrati, en partenariat avec Business France, avec Systématique Paris Région. L'année dernière, en 2020, on a décidé de ne pas faire cet événement parce que le CES était en version full distancielle, comme on dit. Et cette année, en 2021, et comme il l'avait annoncé d'ailleurs, enfin, je me décale toujours d'une année, mais en 2021, l'événement était en full distanciel. En 2022, il y a eu donc ce retour en présentiel au CES de Las Vegas. Et Olivier Ezrati, comme il l'avait annoncé, ne s'est pas rendu au CES, il n'a pas fait en tout cas son grand rapport qu'il avait l'habitude de faire, mais il a publié son analyse sur son blog et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller le lire. On va vous partager le lien dans le chat puisque c'est comme toujours une mine d'informations précieuses pour avoir un panorama très exhaustif des tendances qu'il a pu observer au CES, même s'il l'a suivi cette année à distance. Alors cette année, en 2022, et comme chaque année, on a eu de nombreux adhérents de Cap Digital qui ont exposé au CES, aussi bien d'ailleurs au sein de l'Eureka Park qu'au sein du pavillon Île-de-France sur le stand de Business France, que sur les autres espaces du salon. Ça dépend un petit peu évidemment de la typologie de structure, de la typologie d'adhérents de Cap Digital qui exposent. Mais on peut citer par exemple pour les catégories start-up, on a eu les entreprises Bystamp, on a eu Family Self-Care, Golaem, Gray Matter Labs, Graphil, Kinetics, NextMind ou Spoke, qui sont des adhérents qui étaient présents sur l'Eureka Park. Et puis aussi des grandes entreprises qui sont des habitués, j'ai envie de dire, du CES. Parmi nos adhérents, on avait Dassault Systèmes qui a fait beaucoup parler d'elle avec sa démonstration de projets de jumeaux numériques en santé, ou encore La Poste, le groupe La Poste, qui depuis des années maintenant a un stand assez imposant au CES. Voilà, je n'en cite que quelques-uns. Et bien sûr, des structures académiques, des acteurs de la recherche de premier plan étaient également présents en exposant. On pense notamment au CEAS ou à l'Institut Mines Télécom, dignement représenté aujourd'hui par Françoise Préteux. Je vais y venir. Voilà, je voulais juste préciser également que le CES, on y participe à notre échelle en aidant la région Île-de-France chaque année à sourcer et à identifier les entreprises qui peuvent exposer sur le stand de la région. On l'a fait encore cette année. Vous avez certainement reçu des communications de notre part et on est heureux de pouvoir accompagner l'exécutif régional dans la détection des pépites à aller montrer au CES qui pourront exposer sur cet espace à des conditions tarifaires, disons-le clairement, extrêmement avantageuses. Voilà. Et cette année, on a eu envie de partager avec vous quelques-unes des tendances lourdes, des signaux faibles, comme on l'a dit, détectés par celles et ceux qui se sont rendus sur place, qui ont pu prendre le pouls de l'événement directement depuis les allées du salon. Et c'est pour ça qu'on a proposé à Vincent Marais et Françoise Préteux, qui sont juste à côté de moi, de venir faire leur retour d'expérience, si je puis dire. Et pour être tout à fait transparent avec vous, cette envie, cette idée d'événement est née d'une discussion qu'on a eue au board de Cap Digital, une réunion du board, puisque Vincent est notre délégué spécial aux jumeaux numériques et Françoise Préteux est notre vice-présidente. Voilà. Et comme toujours, quand on a des gens qui se sont rendus au CES dans ce type de réunion, ils sont assaillis de questions. Tout le monde leur demande alors qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en as retenu, qu'est-ce que tu en as pensé. C'était comment cette année? Il y avait quand même beaucoup moins de monde. Le retour en
en présentiel, ça s'est passé comment, etc., etc., etc. Et on est très vite venu à la conclusion qu'il n'y avait pas de raison que cette discussion, que ce partage d'expérience reste uniquement au sein du board de Cap Digital et qu'il fallait en faire bénéficier tous les adhérents et tout l'écosystème de Cap Digital. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment remercier Françoise Préto et Vincent Marais d'être avec nous et de se prêter à l'exercice de ce partage, en fin de compte. Voilà, je pense dans un format qu'on va vouloir le plus interactif possible. Vincent, Françoise, avant de vous laisser la parole, je vais juste demander à François, qui travaille dans mon équipe et qui était aux manettes sur l'organisation de cet événement, de nous donner les quelques indications justement qui ont trait à l'interactivité, comment est-ce qu'on pose ces questions, qu'est-ce qu'on peut dire dans le chat. François, c'est à toi. Merci Antoine, merci beaucoup. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir déjà l'habitude d'être sur des webinaires et en tout cas d'utiliser entre autres cet outil-là. Voilà, l'idée c'est de respecter au maximum le fait de poser vos questions dans l'onglet que vous voyez tout en bas à droite. Nous ferons en sorte d'y répondre au fur et à mesure. Nous allons surtout y répondre après chaque présentation, après celle de Vincent et après celle de Françoise. Et aussi, pour information, à la fin de cette session, vous recevrez un mail dans lequel vous retrouverez notamment le replay du jour. Comme ça, vous aurez toute la liberté de le partager, soit de le revoir ou de le partager autour de vous. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vais laisser la parole à Vincent pour sa présentation du jour. C'est à toi, Vincent. Eh bien, merci Antoine, merci François. Françoise, bienvenue, puisque nous allons faire cette présentation à deux voix. Donc, le CES 2022, donc moi je suis Vincent Marais, je suis directeur innovation pour le groupe Bouygues et comme l'a dit Antoine, délégué spécial au jumeaux numériques chez Cap Digital. Alors nous, ça fait de nombreuses années que nous allons au CES et cette année, nous avions une délégation très intéressante de plusieurs métiers du groupe Bouygues, Bouygues Télécom, Bouygues Construction et puis TF1, comme d'habitude, qui viennent sentir un peu l'ambiance. Alors, première chose, une édition qui était tout de même particulière, hein, puisque c'était la première fois qu'on se retrouvait en vrai dans les allées du Convention Center. Alors, bon, la réponse à la question d'Antoine, elle est assez claire. Hein. Il y avait moins de monde que d'habitude, 40 000 personnes, alors que d'habitude, on est plutôt à 170 000, 175 000. Mais 40 000 personnes, c'est quand même encore beaucoup de monde. Hein. C'est une petite ville française. Et donc, il y avait vraiment cette ambiance vibrante qu'on retrouve d'habitude, malgré des défections parfois majeures et parfois de dernière minute de certains grands intervenants comme Google, comme Microsoft, comme LG. Mais enfin, quand même, 2300 exposants. Alors, vous voyez entre parenthèses les chiffres de la dernière édition présentielle. 40 000 visiteurs, 119 pays, hein, donc c'est quand même tout à fait considérable. Et puis une nouveauté avec un tout nouveau centre de convention. Alors, en fait, à Las Vegas, il y a vraiment une ville hein, qui est dédiée au CES avec plusieurs lieux. Et là, il y avait un nouveau lieu, 140 000 m² tout de même, complètement dédié aux mobilités. Et puis, ce qui faisait un peu le buzz, hein, c'était ce nouveau tunnel qui reliait ce nouveau lieu au lieu traditionnel qui a été creusé par The Boring Company, qui est donc une entreprise de tunnels hein, fondée par Elon Musk et qui a pour vocation de faire différemment, de disrupter le métier du tunnel. Alors, voilà un petit peu l'ambiance. Hein. Donc, vous voyez une ambiance à la fois avec beaucoup de monde. Ça, c'est la photo en bas à droite, à gauche, pardon. Et puis aussi des endroits complètement vides et en particulier de l'autre côté de cette photo du bas, vous pouvez voir un stand qui est tout en bois avec des QR codes parce que LG a tout annulé au dernier moment. Alors que LG, d'habitude, c'est un des plus grands lieu d'exposition du CES. Alors, voici ce nouveau Convention Center et je vous propose, avant de nous promener dans ces lieux, de peut-être partager avec vous déjà quelques mots-clés. Hein. Premier mot-clé,
Il y en a plusieurs comme de tradition sur le CES. Nous, ce qu'on a retenu, c'est la mobilité. Vraiment, le CES était vraiment à nouveau centré sur la mobilité électrique, assez peu d'hydrogène. L'environnement, qui est habituellement assez absent du CES, y trouvait là toute sa place. Le métaverse, l'expérience utilisateur, ça on va y revenir. Et puis la santé, le bien-être qui était aussi très présent. Alors, plongeons-nous un petit peu dans ce tunnel de connexion creusé par The Boring Company. Donc, ça se présentait comme ça, donc un peu comme une station de métro, j'allais dire. Et puis, quand vous descendiez, en fait, des Tesla vous attendaient. C'est ce qu'on voit sur la photo. Et puis, vous montiez à bord. Alors, on nous avait dit que les Tesla seraient autonomes. En fait, ils n'avaient pas eu les autorisations au dernier moment, donc elles étaient pilotées. Mais quand on montait à bord, voilà ce qu'on expérimentait. Vous voyez, on était projeté directement dans ce tunnel creusé par la société d'Elon Musk. Alors, évidemment, ce tunnel nous emmène à notre première thématique, la thématique de la mobilité. Alors, ce qu'on retient, bien sûr, c'est que le CES, finalement, c'est devenu le salon de l'auto américain. Il n'y a plus de salon à Détroit, qui est la ville de l'automobile américaine. Et il a été remplacé depuis de nombreuses années déjà par le CES, parce que finalement, l'innovation est quand même au cœur de ces nouvelles mobilités. Et ce qu'on constate vraiment, c'est que finalement, on ne parle pas voiture, on parle mobilité avec un écosystème. Et vous voyez ici que tous les acteurs automobiles étaient présents. Vous voyez BMW, Mercedes qui faisait une belle annonce d'un véhicule de plus de 1000 km d'autonomie qu'on voit au milieu de l'écran, Stellantis, et puis la vedette de ce show électrique qui était la fameuse BMW dont la peinture était en fait à encre électronique et comme vos liseuses étaient capables de se transformer en noir ou en blanc. Bon, un peu gadget, mais ça a pas mal fait le buzz. Alors moi, je vais au CES depuis 20 ans. Alors, je ne suis pas allé à tous les CES, mais j'en ai fait quand même quelques-uns depuis 20 ans. Et on m'aurait dit, il y a 20 ans, que la keynote introductive du CES serait faite, 1, par une femme, 2, que cette femme serait patronne de la plus grande entreprise automobile américaine, j'aurais dit non, c'est pas possible, ça peut pas bouger comme ça. Eh bien, c'était pourtant le cas. Et c'est Mary Barra qui a fait la présentation introductive et qui nous a donc emmenés dans le monde de GM, qui est un géant de l'automobile américaine, et qui finalement nous a dit, voilà, nous, on passe au tout électrique. Et c'était vraiment ça déjà une des premières constatations. Imaginez la rupture pour ceux d'entre nous qui avons vécu aux États-Unis, qui avons passé du temps sur les routes américaines, pensez que les mobilités vont être électriques et pas seulement les petites voitures. Vous voyez Mary Barra qui est devant le Silverado, qui est un pick-up truck, donc un énorme truck dans lequel on aime bien poser ses outils, etc. Ce pick-up, il est 100% électrique, 400 000 d'autonomie, et ça devient lui-même un lieu de fourniture électrique pour le chantier, pour l'entrepreneur, etc. Alors, deuxième chose qui était intéressante, c'est que le CES, c'est une affaire d'écosystème. Et Mary Barra, elle a bien mis en avant en mettant en exergue les partenariats qu'elle avait. Alors, elle, c'est avec FedEx, sur la mobilité. Donc, vous voyez sur la partie de droite des véhicules complètement électriques de livraison qui vont équiper FedEx, et puis des petits robots assistés qui aident la livraison, non pas du dernier kilomètre, mais des derniers mètres. Enfin, tout un mode écosystémique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas le fait seulement de GM. Tous les intervenants ont annoncé de grands partenariats, et j'en veux pour preuve celui, revenons un petit peu dans un petit peu de cocorico, on est chez Cap Digital, parlons de Stellantis, alors qui est une énorme entreprise européenne et mondiale, mais enfin quand même, on va dire avec une forte dominante française. Stellantis annonçait un partenariat avec Amazon. Alors si on ouvre un peu le capot
de ce partenariat, on va y trouver quoi? On va y trouver le fait que Stellantis va utiliser le cloud d'Amazon pour ses données. Bon, ça, ce n'est pas forcément révolutionnaire. En revanche, on retrouve le Smart Cockpit, qui est vraiment la volonté de passer du véhicule à l'expérience utilisateur. Et on a tous en tête nos GPS de voitures qui sont en général 3, 4, 5 générations en arrière. Là, la volonté de Stellantis, et c'est la même, on verra chez GM, c'est d'équiper avec les solutions Amazon d'Alexa, donc la commande vocale, tout un tas de services aux conducteurs, avec une ambition énorme, 4 milliards d'euros de revenus des services issus de l'automobile embarqué, alors qu'aujourd'hui, Stellantis en fait 400 millions. Donc, facteur 10 en 6 ans. C'est énorme. Et puis, bien sûr, aussi un partenariat avec la fourniture de fourgonnettes. Ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu chez Walmart. Voilà, ce qu'on a retenu aussi, avant de passer au sujet suivant de la keynote, c'est le développement de tout ce qui est conduite autonome. Alors, Marie Barras était un peu la seule à se lancer à prédire l'autonomie complète en milieu urbain d'ici le milieu de la décennie. Donc là, ça paraît très, très proche. Mais en tout cas, elle nous a montré tout un tas d'avancées autour de la conduite assistée qui va vraiment, finalement, faire que le chauffeur va être présent mais va quand même pratiquement ne plus conduire son véhicule en permanence et donc pouvoir faire tout un tas d'autres choses. Donc, convergence des mobilités, on l'a vu, ce que je vous ai présenté là de Stellantis, de GM, on le retrouve avec tous les constructeurs. Ce qui est très intéressant pour nous, métiers de l'industrie, de la construction, c'est que cette déclinaison, elle n'est pas particulière aux véhicules personnels. On la retrouve dans tous les secteurs d'application, les engins de chantier. J'ai vu dans le fil de conversation le tracteur autonome de John Deere. Enfin, voilà, on retrouve ça vraiment dans tous les types de véhicules et même certains d'entre eux qui sont futuristes. Et vous allez en voir quelques exemples en images. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit un écosystème se mettre en place avec, j'allais dire, une triple détente. Première partie de l'écosystème, les véhicules. On vient de le voir. Deuxième partie de l'écosystème, les enablers technologiques, LIDAR, GPS, tout ce qui est briques technologiques qui vont permettre d'être plus compatibles avec l'environnement, meilleure autonomie, pilotage, etc. Et puis, une troisième brique autour de l'OS du véhicule, sur lequel une vraie bataille est en train de se positionner, je pense particulièrement intéressante pour nous chez Cap Digital, pour piloter finalement ces nouveaux véhicules. Et là, vous avez des acteurs comme Garmin, comme Apex ou comme BlackBerry, pour les plus anciens d'entre nous qui avons connu les BlackBerry, eh bien, ils reviennent sous la forme d'OS pour les véhicules. Donc, voici quelques exemples. Vous avez notamment ici une vidéo d'un engin de construction à la fois autonome et qui est capable, j'allais dire, de piloter ses efforts, ses vérins de manière tout à fait intelligente. Vous retrouvez des véhicules Caterpillar, etc. Et puis, ce que je disais, la partie OS, donc avec les deux piliers que je décrivais, le pilier enabler, on voit des Valeo, des Garmin, des Bosch, et puis le pilier OS, où on retrouve des gens comme Apex ou des gens comme Sony qui viennent s'embarquer dans les véhicules. Alors, si on se projette maintenant, parce que c'est quand même l'objet du CES, vers le futur, quittons l'année 2022, eh bien, on a vu beaucoup de drones et je vous propose de vous envoler avec notre directeur de l'innovation de Bouygues Énergie et Services à bord du SkyDrive, qui est un prototype de taxi volant. Vous voyez qu'il n'arrive pas encore bien à piloter son engin, ça bouge un petit peu, mais c'est un prototype de taxi volant qui devrait être, alors là en forme biplace, mise en œuvre à Tokyo en 2026. Voilà, et puis aussi des choses autour de l'espace. Il y avait toute une cabine de Sierra Espace et puis des choses plus anecdotiques comme des Formule 1 autonomes. Bon, vous jugerez vous-même de l'utilité de ce genre de produit.
Voilà, donc ça c'était le premier bloc sur lequel je voulais partager quelques informations avec vous. Bien sûr, le mot métaverse, hein, vous en avez certainement entendu parler, très à la mode sur le CES. Alors nous, on a essayé d'un petit peu passer derrière le buzzword et de se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un métaverse? Alors là, ça nous prendrait beaucoup de temps de le décrire, mais nous, ce qu'on a compris au CES, c'est que finalement, et là on rejoint notre délégation spéciale du jumeau numérique, il va y avoir des doubles entre des mondes virtuels et notre monde réel qui vont en permanence interagir l'un avec l'autre pour qu'ils s'améliorent mutuellement. Voilà, ça c'est un peu moi, ma vision, alors ça n'engage que moi, du métaverse. Enfin, vous voyez que vous pouviez retenir votre adresse métaverse directement sur le show. Alors, si on essaye de regarder un petit peu plus près, nous, on a vu beaucoup de progrès sur tout ce qui était outils d'interaction avec justement le digital. Hein. Et donc là, on a vu beaucoup de progrès en termes de lunettes de réalité augmentée, hein, qui vous permettent à la fois d'être dans le monde réel et d'être dans le monde virtuel. Et par exemple, TCL, le fournisseur chinois TCL, avait une très belle démonstration. Vous voyez ces lunettes qui ressemblent tout à fait à des lunettes classiques et qui permettent non seulement d'avoir des informations qui vous proviennent du monde réel, mais d'activer une porte d'entrée, des outils, des sonnettes. Donc vraiment de passer de manière fluide du monde virtuel au monde réel. Et puis, on retrouve des solutions de ce type-là avec des fournisseurs plus B2B comme Vuzix. Au passage, hein, remarquez le partenariat annoncé avec Verizon, la 5G, mais ça Françoise en parlera peut-être, la 5G permet justement cette simultanéité que ne permettait pas la 4G et qui va être très importante dans le métaverse. Alors, en pratique, à quoi ça peut servir? Bon, pour vous dire la vérité, on n'a pas complètement compris, hein, mais voici quand même quelques expériences. Alors, l'expérience de Hyundai qui nous emmenait dans sa ville qu'il appelait Joytown. Alors, comment ça se passait? On arrivait dans le stand, on commençait par scanner un QR code et puis on se créait son avatar. Là, vous voyez, je me suis transformé en Stella. Et cet avatar, ensuite, lorsqu'on rentrait dans la ville Hyundai, on se retrouvait avec finalement un monde virtuel qui était figuré par des écrans dans lequel notre avatar allait tout simplement nous représenter. Hein. Et là, on voit que mon petit avatar, pardon, j'appuie sur le mauvais écran, mon petit avatar Stella, il rentre dans le métaverse et il vient interagir avec les avatars d'autres participants pour avoir toute une vie à lui. Voilà, et donc tout ça était aussi mis en exergue par SK, mais je vais, dans l'intérêt du temps, passer très vite là-dessus. Et je vais terminer mon intervention avant de passer la parole d'une part à vos questions et puis ensuite à Françoise, sur quand même ce qui est aussi, on va dire, la tradition du CES. Hein. Le CES, ça veut dire Consumer Electronics Show, donc c'était le salon de l'électronique grand public et en particulier de la télévision. Et on retrouve les grands acteurs, bien entendu, du visuel. Et on voulait vous faire partager notre visite du stand de Samsung, qui est en général le plus impressionnant des stands, en tout cas, c'est ce que certains d'entre nous pensons, du CES, et qui là l'était encore plus parce que ses compétiteurs, j'allais dire, étaient absents. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va faire un tour rapide de ce stand en 2-3 minutes, puis après je laisserai la parole aux questions et à Françoise. On va y parler développement durable, on va y parler quotidien des utilisateurs, on va y parler aussi NFT. Alors ça, c'est un vrai sujet, j'aimerais avoir le temps de vous en parler, mais je n'ai pas le temps, et donc je vous renvoie à un petit article que j'ai commis sur LinkedIn pour vous montrer que le NFT, ce qu'on a vu au CES, c'est qu'il allait peut-être prendre une réalité pour nos entreprises, et je vous laisserai découvrir ça dans mon petit post LinkedIn. Mais revenons au CES et rentrons donc dans cette ville. Hein. Vous voyez le plan sur la droite, c'est vraiment une ville entière dédiée à Samsung. Alors, beaucoup de choses sur le développement durable, donc des efforts sur le packaging, des efforts sur les télécommandes qui se rechargent avec les ondes présentes dans les logements. Évidemment, une nouvelle génération de téléviseurs. Donc, vous voyez
téléviseurs qu'on a dans nos salons, pour certains d'entre nous, ce sont des LED conventionnels, eh bien, vous voyez la miniaturisation qui était présentée avec la génération 22, qui était tout à fait impressionnante, hein. Et voilà à quoi ça ressemblait, hein, des écrans absolument bluffants en termes de qualité de couleur, de précision. Et puis, j'en profite avec ma caméra pour vous promener un peu dans cette ville, hein. Vous allez voir qu'on voit des lieux qui suivent d'autres lieux. Enfin, c'est vraiment un stand immense dans lequel il faut prendre le temps de se promener pour comprendre toutes les innovations. Alors, autre innovation, c'est la fin de la 3D, hein. Je pense qu'on a un peu mis derrière nous les téléviseurs 3D avec les lunettes, puisque la 3D, vous voyez, elle est restituée par du traitement du signal, hein, et on voit que les nouveaux téléviseurs Samsung, en fait, eh bien, ils restituent la profondeur de champ par des systèmes de traitement du signal. Alors, un petit quiz. Dites-moi dans le fil de conversation, à votre avis, qu'est-ce que c'est que cet petit objet ? Il faut aller vite, hein, parce que… eh bien, voilà, trop tard. Ce petit objet, c'est un projecteur vidéo qui faisait un peu le buzz, hein, à la forme d'un spot, et qui était complètement mobile, complètement déplaçable. Alors ça peut être très important aussi pour nous, pour notre notion, bien sûr, de loisir, mais aussi pour le Future of Work, hein, qui est un des sujets très, très importants qui nous tient à cœur, parce que ça ouvre tout un tas de possibilités. Voilà, on retrouvait du métaverse, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Mais je m'arrête ici pour ne pas dépasser mon temps et pour passer la parole peut-être à François qui va m'aider à décrypter les questions s'il y en a. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation très claire. On a une première question de Basile sur voilà, est-ce qu'il y avait de la mobilité type Vélib sur le salon ? Ah, des mobilités douces de type vélo, j'en ai alors quelques-unes. Je crois me souvenir d'avoir vu des stands de solutions un peu de mobilité partagée, mais pour être très franc, ce n'était pas du tout le cœur, hein. On voyait quand même beaucoup de voitures électriques et beaucoup d'engins. Alors, je suis passé très vite dessus, mais comme ce qu'on voyait chez Mobis, chez Hyundai, où c'est des petits véhicules qui en fait sont un peu des salles de réunion ou des chambres ou des salons mobiles qui se déplacent à travers la ville. On reste aux États-Unis quand même, hein. On voit le prisme culturel à l'œuvre. Peut-être oui, un mot là, quand même. Les Asiatiques sont très friands de ces lieux dans lesquels on va bouger et faire plein de choses à la fois. Voilà. Aussi. Moi, je me permets de rebondir quand même sur cette expérience The Boring Company avec leur tunnel. On est quand même très loin de l'Hyperloop, non ? Il n'y a pas un côté déceptif pour… Oui, alors j'allais dire, si on veut, nous on est dans le TP, hein, donc si on veut se rassurer, on se dit que un tunnel, il est tout petit, il n'y a pas d'extraction de fumée, enfin, on peut rire. Mais là où on commence à rire beaucoup moins, c'est quand on regarde par exemple la presse aujourd'hui, qu'on voit que la valorisation boursière atteint 20 milliards, qu'on voit que certaines entreprises passent des commandes à ces types de tunnels et que peut-être ils ne vont pas remplacer nos gros tunneliers, nos projets géants de tunnels, mais regardez ce qui s'est passé dans l'espace, hein. Ariane pouvait ricaner il y a quelques années de quelqu'un qui se plaçait sur du lanceur de petites choses. Bon, aujourd'hui, ça a quand même disrupté le marché. Donc, nous, on préfère voir ça comme des choses qui sont encore effectivement des preuves de concept perfectibles, mais on prend ça très au sérieux. Et ce sont des compétiteurs qu'on regarde de près. Et en tout cas, nous, entreprises de travaux publics, eh bien, j'allais dire, on prend ça très au sérieux et on regarde de près ces solutions-là. Merci Vincent. Une question de Christophe. Bonjour, vous ne parlez pas des batteries et du swap. Oui, alors effectivement, il y a deux choses dont on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup d'hydrogène. Ça nous a d'ailleurs surpris parce qu'en France, on parle beaucoup d'hydrogène et on s'attendait un peu, pour être franc, à voir au CES une sorte de moitié-moitié, comme ça avait été le cas par rapport à la bataille Alexa, Google Assistant. Il y a une année où on avait vraiment la moitié du CES qui était Google, l'autre moitié Amazon. Et on s'était dit peut-être ça va être ça, avec l'hydrogène d'une part.
Non, ce n'était pas le cas. Et finalement, j'allais dire, le côté brique de base, batterie, n'était pas mis en avant, j'allais dire, directement. Il y avait certainement des stands avec des batteries, il y a tellement de choses au CES que je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant ça, mais en tout cas, ce qu'on montrait beaucoup, et c'est ça, moi, que je retiens, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que tous les exposants vous disaient, mais moi, grâce à mes technologies de batterie, je fais une autonomie de 1000 km, je fais 400 miles d'autonomie, je fournis, quand je suis engin de chantier, de l'énergie portable sur mon chantier. Et je viens, avec mon nouveau Caterpillar, être une source de fourniture d'énergie sur le chantier. Donc, elles apparaissaient, mais par ricochet. Une question d'Olivier. Y avait-il des innovations concernant le CARE associées au métaverse? Alors, le CARE, je le prends au sens du bien-être, c'est ça, voilà, prendre de la prévention aussi. Oui. Oui, alors là, vous avez vu, j'allais dire, on s'est partagé un peu avec Françoise le côté, on va dire, les grands halls avec les grands exposants que je viens de vous montrer. Et puis, il y avait ce qu'on appelle le Eureka Park, qui est l'endroit où on retrouve toutes les startups. Alors là, énormément de choses autour du CARE. Mais ça, Françoise va y venir. Merci. Et Merci enfin… pour le teasing. Un peu de teasing, oui. Et la liaison entre bien-être et métaverse, pardon, j'ai l'esprit un peu de l'escalier, pour rebondir sur la question d'Olivier, c'est en fait le centre que j'ai sauté là, parce que je n'avais pas le temps, de SK, lui, il était centré beaucoup sur le développement durable, sur effectivement, je prends soin de la planète. Donc là, oui, on avait une dimension très forte de comment le métaverse peut nous aider. Mais c'est pour moi le seul que j'ai vu. Pardon pour t'avoir interrompu, François. Merci pour cette précision. Et une dernière question de la part d'Hugues sur les véhicules sont totalement autonomes, stand-alone, ou avec une option de reprise en main à distance par des humains en cas de contexte climatique ou de circulation particulier? Point d'interrogation. Oui, alors ça, je l'ai passé trop vite là encore, hein, mais on pensait que c'était mieux de vous donner des sources de questions plutôt que de passer beaucoup de temps sur plein de sujets. En fait, hein, ce qu'on a vu se dessiner, c'est que, comme ce que je racontais sur l'hydrogène, on aurait pu imaginer que, par exemple, on parle beaucoup de véhicules autonomes au CES. On en a très peu parlé. Et finalement, on n'a pas vu beaucoup de progrès, mis à part ce que disait Marie Barra, sur l'arrivée d'un véhicule qu'on pourrait appeler, en jargonnant un peu, de type 5, hein, donc l'autonomie totale du véhicule. Ça, on l'a vu assez peu. En revanche, hein, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'énormes progrès. Vous vous souvenez, mes 3 briques, hein, les véhicules, les enablers technologiques et les OS, bien, la convergence des 3 fait que la conduite assistée, on va dire, hein, c'est-à-dire le véhicule dans lequel il y a encore un chauffeur, mais qui finalement fait de moins en moins de choses et qui lâche le volant, qui fait autre chose, mais qui est là pour lui-même intervenir, enfin, en théorie, parce que je me demande bien ce qui se passe si tout d'un coup, à 120 km/h, on demande à quelqu'un qui est en train de regarder une vidéo de reprendre le volant. À mon avis, il vaut mieux laisser le… Mais bon, donc ça, on l'a beaucoup vu, progrès de la conduite assistée, et puis la reprise en main à distance, on l'a vu beaucoup sur tout ce qui est engin de chantier, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi depuis beaucoup d'années en Asie, ça progresse beaucoup, où finalement, on imagine que les pilotes de ces engins que vous avez vus tout à l'heure, qui interviennent dans des mines, dans des endroits extrêmement vastes et reculés, sont en fait pilotés, comme aujourd'hui les drones, hein, par des pilotes qui vont être soit dans leur salon, soit dans un bureau, mais à des centaines de milliers de kilomètres. Et ça, notamment, la 5G le permet de le faire grâce à la très faible latence. Donc voilà, c'est plutôt là-dessus qu'on l'a vu. Parfait. Merci Vincent. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas, hein, nous ferons en sorte d'y répondre à la fin de cette session. Passage de témoin maintenant à Françoise. À vous, à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Je vais partager mon écran tout de suite, Françoise. D'accord, je le dirai. Donc d'abord,
bonjour à toutes et à tous. Ravi d'enchaîner après la brillante présentation de Vincent, qui vous a certainement ébloui et dépaysé. Et moi, je souhaiterais vous entraîner dans ce deuxième espace qui est Eureka Park. Et justement, je vous invite à me suivre. Suivante. Suivante. Alors là, c'est vraiment le dépaysement. Non, nous ne sommes pas à Venise. Je précise bien que nous sommes au Venetian. Suivante. Et je vais vous faire découvrir comment nous allons arriver à Eureka Park. D'abord, nous allons emprunter cette galerie majestueuse suivante qui va nous dévoiler eh bien, ses secrets, ses sculptures, ses fontaines suivantes. Mais derrière tous ces ors, bien sûr, nous découvrons que nous sommes effectivement à Las Vegas, le monde des jeux, le casino, suivante. Il y en a partout et il faut être motivé pour poursuivre la route suivante, puisque de part et d'autre, eh bien, ce sont les consoles qui nous entourent. Mais fort heureusement, nous arrivons justement vers le futur. Suivante. Et donc, c'est le CES qui va bientôt nous accueillir, mais nous voyageons de façon très confortable. Nos bagages nous suivent, ils sont intelligents, ils reconnaissent leurs propriétaires. Donc, nous pouvions nous promener tout à fait déchargés et à l'aise. Suivante. Pour enfin arriver au CES. Suivante. Et découvrir le programme des exposants de Eureka Park. Suivante. Et là, on ne pouvait pas mieux tomber, puisque l'entrée même se faisait sur la French Tech. La French Tech, cet ensemble qui représentait au total 800 startups, et bien la French Tech suivante représentait tout simplement 130 startups françaises suivante, et on est tout simplement le numéro 1 des délégations internationales, ce qui était tout à fait impressionnant, et tout ça sous la houlette de Business France. Donc c'est là que je vous emmène, suivante, pour découvrir eh bien, les tendances de ce CES 2022. Alors, Vincent l'a souligné, c'était bienvenu dans le monde réel, certes, mais avec de grands absents. Et les grands absents étaient ceux, bien sûr, des majors de technologie suivantes. Et on aurait pu craindre pour la pertinence et j'allais dire, l'intérêt de ce CES. Eh bien, à contrario, ces grands absents ont fait qu'il y a eu des grandes gagnantes. Et ces grandes gagnantes, ce sont les startups. Parce que les géants de la tech, justement, n'étaient pas là. Et the place to be, c'était Eureka Park. Suivante. Alors, petit clin d'œil cocorico. La France s'est très bien distinguée, puisque 23 entreprises françaises ont été récompensées d'Innovation Awards. Suivante. Et que les tendances 2022 dans Eureka Park, en ce qui me concerne, et c'est une interprétation personnelle partagée avec des collègues et des participants, c'est qu'on était dans un mode d'innovation que je qualifierais d'incrémental. Autrement dit, moi je n'ai pas vu d'élément de rupture véritablement, mais plutôt de la poursuite et des améliorations. Et le premier secteur au niveau de Eureka Park qui bénéficiait de ces innovations, en fait, c'est le secteur de la santé. Et vous avez tout de suite posé la question santé numérique, bien-être, et puis immédiatement derrière, on était évidemment immédiatement happé par les dispositifs réalité virtuelle, réalité augmentée et métaverse. Alors, j'ajouterai un petit clin d'œil sur Image et Son, parce qu'on est à Cap Digital. Et j'ai quand même fait un sort un peu particulier à ce qui pourrait relever de l'écologie, pas simplement au niveau du prétexte. On sent que les enjeux de cette transition écologique
eh bien, sont appropriés par l'ensemble des acteurs avec plus ou moins de bonheur. Et j'ai qualifié ça d'éco-conception, d'énergie intelligente. Et bien sûr, la mobilité se retrouvait aussi à Eureka Park. Je l'ai appelé transport au sens large. Et je vous propose de découvrir quelques-unes de ces innovations en commençant par la santé. Suivante. La santé, pour moi, c'était des capteurs et des services. Et au bénéfice de qui? Au bénéfice des patients, de nous-mêmes. Autrement dit, nous sommes auscultés de toutes parts. En particulier, j'ai relevé l'analyse faciale à base d'intelligence artificielle du rythme cardiaque. À partir d'une caméra, vous prenez votre téléphone portable, votre smartphone ou une tablette, et puis en prenant les images, eh bien, on va vous restituer les informations de votre rythme cardiaque et les transmettre à une base de données. Mais, bien sûr, on peut aussi inventer le stéthoscope à distance. Autrement dit, maintenant, il y a un capteur qui permet d'ausculter un patient, effectivement, dans des consultations de télémédecine. Et puis, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la révolution au niveau de la santé sur des mesures de glycémie en continu de façon non invasive. Jusqu'à présent, on piquait le patient pour mesurer son taux de glycémie. Là, avec cette montre connectée, eh bien, ça n'est plus du tout le cas. Il n'y a aucun geste invasif, mais ça permet, en toute discrétion, de veiller sur le taux de glycémie. Suivante. Alors, si on s'occupe de votre bien-être diurne, on s'occupe également de votre bien-être nocturne. Avec Zerima Pillow, c'est un oreiller à géométrie variable qui vous aide à vous endormir. Et alors là, je suis sûre que ça a attiré énormément et qui évite en général à ces messieurs de ronfler. Alors ça, c'est parfait. Ça a été très apprécié. Je pense que ça a un avenir torride. Bien sûr, on va vous surveiller avec la balance connectée de Withings qui permet de faire aussi un électrocardiogramme, qui permet d'analyser la répartition de votre poids, de vos muscles, de l'activité de vos nerfs. Elle vous permet même de vous peser, ce qui est tout à fait remarquable. Et puis, le contexte de la pandémie oblige, Aeronest nous avait proposé un petit ventilateur extra plat qui s'ajoute au masque FFP2. Suivante. Donc, vous voyez, c'est extrêmement divers. Et je fais quand même l'enchaînement avec le contexte Covid, donc pandémie, avec des travaux extrêmement avancés et sophistiqués avec Xtralyse pour des solutions de microfluidiques qui servent en fait à l'analyse rapide de l'ADN, de l'ARN. Autrement dit, on va chercher à détecter plus vite et de façon plus fiable des bactéries, des virus. Et ça peut être aussi appliqué à de l'agroalimentaire, à des fibres de différentes natures. Continuons dans le même registre, Covid oblige, test NPS, un système qui associe en fait le test antigénique en utilisant un composant graphène qui devient ensuite un pass RFID et qui est associé à votre visage et reconnu par votre smartphone. Autrement dit, c'est une façon de sécuriser les résultats d'un test antigénique. Et ViraOne, qui est un appareil qui détecte la présence du virus de la Covid pour tout type de variant. Suivant. Alors, changeons de domaine, on était masqués, maintenant on va porter des lunettes, des casques pour de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Je vois que nous avions les mêmes références avec Vincent, avec le Vuzix Shield, avec un écran micro-LED tout à fait remarquable. Ça a été une innovation en termes de prix pour le CES 2022. Il y a le casque de réalité mixte avec des afficheurs extrêmement haute résolution, un angle de vue de 115 degrés, des caméras, des lidars qui permettent de reconstituer la scène extérieure dans l'image projetée avec le Varjo Hero XR3. Et puis encore des lunettes de réalité virtuelle qui intègrent 2 afficheurs OLED HDR chez Shifto. Suivante. Des casques
aux lunettes, aux lentilles, eh bien, il n'y a qu'un pas, lentille de contact bionique avec Inwis. Et puis, puisqu'on est dans ce monde maintenant qui se développe, allons-y jusqu'à Omniverse, qui est la plateforme de création du contenu virtuel de NVIDIA. Beaucoup de succès. Lightshift, également plateforme qui va ajouter des contenus à la réalité virtuelle. Et donc là encore, c'est, comme le soulignait Vincent, une évidence que les mondes des métaverses prennent de plus en plus de place à tout niveau et dans tout type d'application aujourd'hui. On continue. Les outils logiciels, création d'avatars. Alors là, il y avait pléthore de propositions. Les humains photoréalistes à base d'IA pour des kiosques d'information clients avec Deep Brain AI. Kinetics, alors là, pour moi, c'était une première impressionnante. Technologie de génération automatique instantanée d'animation 3D d'avatar, mais à partir de vidéos 2D. Donc là, c'est vraiment très fort. Et Vincent l'a souligné, mais je l'avais retenu aussi. La brillante démonstration de l'assosystème de jumeaux numériques d'un corps humain. Donc ça a vraiment fait un tabac, c'était très impressionnant aussi. Suivant. Bon, image et son, c'est le petit clin d'œil Cap Digital. Bien sûr, TV QD OLED. Alors, on va faire en sorte que les écrans LED bleus couplés à des filtres qui sont à base de quantum dot, donc des QLED, pour convertir partiellement cette lumière bleue en rouge et vert, passer par des filtres de couleur et générer des images qui sont plus lumineuses qu'avec des écrans traditionnels à base de LED blanche. Ça, c'est Sony. Vous en aviez rêvé, il l'a fait. Et Samsung eh bien, nous offre de nouveaux types d'écrans pliables. Donc, on en avait de toutes sortes des écrans qui de 12 pouces, il passait à 17 pouces. De petit écran, il passait à écran incurvé pour faire du gaming, sachant que, comme le soulignait Vincent, là encore, je pense que c'était l'amorce, et ce sera peut-être pour un petit peu plus tard, du lien entre du gaming et du télétravail, en fait. Donc, comment on va associer, retransformer ce future work avec ces nouveaux dispositifs adaptables, transformables, donc agiles. Suivante. Alors, quand même, un petit point sur l'éco-conception, ce que j'ai osé appeler cela énergie intelligente, et puis d'ajouter quand même que c'était dans un enjeu d'écologie. Donc, j'ai relevé Nanotech Energy avec des batteries lithium-ion non inflammables, utilisant du graphène dans l'anode. Aussi, une batterie avec des solutions de stockage d'énergie produites par des éoliennes ou des fermes solaires flottantes en mer. Et puis, Doosan, sur du plastic waste ou hydrogène, pour une production justement d'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau et de déchets plastiques. Effectivement, peu de choses sur l'hydrogène, mais juste ces éléments-là que je souligne. Mais dans l'écologie, l'eau est quand même au cœur d'enjeux très forts, et être capable de nettoyer en fait l'eau de mer, eh bien c'est ce que se propose de faire Waste Shark, un produit intéressant. Et puis, Fairtech, lui, s'attaque à un procédé de purification de l'eau qui utilise un composé à base de fer. Et puis, je fais un petit clin d'œil puisque c'était ce qui nous accueillait finalement à Eureka Park. C'était prêt à pousser. Donc, les solutions d'agriculture hydroponique. Et donc là, on est bien dans l'écologie d'aujourd'hui. Suivante. Transport, je n'en dirai rien. Tout a été dit. J'avais bien noté aussi le drone hélicoptère, la biplace actuellement de SkyDrive. Bien sûr, la voiture qui change de couleur, le prototype de Carcopter volant, et lui qui fonctionne à l'hydrogène. C'est moi ce que j'avais noté. Et bien sûr, Valeo qui nous a gratifié d'un nouveau lidar NFL, avec une vision qui est proche de 360 degrés pour voir à plus de 200 mètres ce que ni l'œil humain, ni la caméra, ni le radar ne peuvent percevoir ou détecter. Suivante.
Voilà, d'une façon extrêmement compacte, ce que j'ai pu retenir de la partie start-up et un tout petit peu à côté, Eureka Park. Et je souhaiterais, c'est ce qu'on avait dit avec Vincent en préparant cette intervention, c'est de vous faire partager comment on se prépare finalement pour aller au CES. Et pour nous, à Institut Mines Télécom, nous avions emmené une délégation de 10 startups en propre sur notre stand et de 3 autres qui étaient sur les stands des régions, de France ou Occitanie, ou encore abrités par un industriel. Eh bien, il faut passer de l'incubation en donnant une nouvelle dimension qui est celle de l'international. On a un réseau de 11 incubateurs suivantes et on a mis en place un dispositif qui est à 3 niveaux, avec des boosters en quelque sorte, Vivatech, qui nous permet de sélectionner des startups et qui vont participer, qui vont commencer à se frotter au milieu de la concurrence. On a ensuite une sélection à travers le prix Innovation Bercy Institut Mines Télécom, qui permet de soutenir pour de l'amorçage assez early stage des startups extrêmement prometteuses, mais qui permet de sélectionner une dizaine de startups qui vont s'envoler au CES de Las Vegas de manière à se confronter justement à cette dimension internationale et au business au niveau américain. Suivante. Donc voilà la fine équipe qui avait 2 missions. La première est indiquée très clairement, c'était faire du business, mais le préalable pour cela, c'était de rester en bonne santé. Donc, il était clair que toutes nos startups devaient revenir en bon état et être capables de pouvoir s'envoler également en bon état. Suivante. Je voudrais simplement dire qu'il y a un travail de préparation en amont pour arriver au CES de Las Vegas. Pourquoi? Parce que plus on est préparé, plus on a des démonstrations qui sont efficaces, pertinentes sur le stand, plus on est capable d'attirer des visiteurs qui auront un intérêt véritable, ce que moi j'appelle avoir des contacts qualifiés, ce qui permet de valider des solutions auprès de nombreuses structures, qui permet d'avoir les prospects avec un haut intérêt en termes de use case ou démos spécifiques, donc de prolonger avec du contact, d'avoir des business models made in USA en tête, et bien sûr des perspectives de partenariat pour élargir son offre et la packager de la meilleure façon. C'est de la mise en relation pour la commercialisation de la solution. Alors, on a eu la chance, on a eu 2 startups qui ont signé avec des investisseurs, donc on est très contents. Tout ce travail préalable, c'est un travail de coaching, bien sûr, et puis il y a un travail à côté, en ce qui nous concerne, qui est de préparer également les interventions de visiteurs, des ambassadeurs de France, des ministres, préparer des interviews, TF1 par exemple, ou d'autres, et de participer aux interventions dans des tables rondes diverses et variées, de manière, là encore, à pouvoir partager des expériences, faire du réseautage, et bien sûr bénéficier des retours de tous ces visiteurs qui étaient certes moins nombreux, mais qui avaient du temps et qui étaient hautement intéressés. Donc c'est vraiment un CES pour lequel, j'allais dire, le rendu en termes de business au niveau des startups a été extrêmement pertinent. Et moi, j'ai mené une enquête auprès de nos startups, un retour d'expérience. On parle beaucoup de user experience, mais c'est le moment ou jamais, en tant qu'utilisateur, en quelque sorte, du salon, qu'est-ce que les startups proposent maintenant pour encore s'améliorer, maintenant qu'elles ont compris comment elles devaient se situer pour être au meilleur niveau. Donc ça, c'est notre rôle au niveau des incubateurs, d'amener les startups dans la meilleure position. Alors, je terminerai avec un coup de cœur personnel.
Je pensais que Vincent, parce qu'on en avait parlé quand on avait discuté ensemble, allait présenter Ameca. Ameca, c'est donc une start-up de UK qui a présenté un robot humanoïde de la taille humaine, complet, que vous voyez là sur l'image de droite, et qui était remarquable pour ses expressions faciales. Et il avait annoncé qu'il ne parlait pas, donc tout le monde s'est effectivement enthousiasmé pour le réalisme, la fluidité des expressions, émotions qui étaient capables de passer sur le visage d'Ameca. Et moi, je voudrais vous livrer une expérience personnelle. Il se trouve que la personne qui est face à Ameca, c'est un de mes collègues, c'est Augustin, qui est un co-responsable d'incubateur au niveau de Télécom Sud Paris, et qui était allé dialoguer une demi-heure avant avec Ameca. Et moi, je suis repassée, il était à nouveau avec moi, et donc je m'arrête devant Ameca, je lui dis bonjour, Ameca me répond, et elle se tourne vers Augustin et elle lui dit tiens, vous êtes revenu. Donc le langage est un petit peu lent, et Augustin lui répond oui, vous vous souvenez de mon prénom? Elle lui répond non, mais je me souviens très bien de la couleur de votre pantalon. Et donc, au-delà des expressions faciales, je pense que là, c'était une démonstration totalement inattendue, surprenante, une démonstration que l'intelligence, cette fois-ci, est extrêmement développée parce qu'il y a une mémoire, une perception de l'environnement, de remise en situation et de dialogue avec pertinence. Suivante. Alors, comme souvent, c'est difficile de n'avoir qu'un seul coup de cœur, j'en ai deux en fait. Et le deuxième, ça a été pour Trinette. Je vous laisse lire la dédicace, je la trouve magnifique. Et en fait, c'était ce qui nous accueillait à l'entrée de Eureka Park. Il y avait un peintre qui, effectivement, à coups de couteau, peignait tous ces gens extraordinaires, puisque Incredible starts here. Suivante. Donc, mission réussie. On était quand même dans un contexte de pandémie. Pour repartir, on a tous fait la queue un bon moment pour faire nos tests. Mais quand certains trouvaient que le temps était long, parce que la queue était très très longue, bien sûr, on s'est dit qu'il n'existait pas de centre de test qui avait des lustres un peu à la mode Versailles, et pourtant nous étions dans un lieu prestigieux pour faire un centre de test, donc ça pouvait faire des envieux. Donc nous sommes rentrés tous en bonne santé, ce qui démontre que même en temps de pandémie, quand on respecte les consignes sanitaires, on peut finalement démontrer qu'il n'y a pas de testeurs. Et je pense que c'est un enseignement qui a été très riche aussi, parce qu'il y avait un très très gros pari pour ouvrir en présentiel le CES de Las Vegas. Suivante. C'était simplement pour vous remercier pour votre attention, en vous mettant les images les plus clichés, les objets les plus clichés de Las Vegas avec la Trump Tower, le truck. Parfait. Merci beaucoup, Françoise. Alors, pas de questions, mais plus une précision de la part de Franck concernant la montre de PK Vitality, qui est semi-invasive car des micro-aiguilles font une exact. Plus du derme pour analyse du liquide interstitiel, pour analyser votre taux d'oxygène. Son bel atout. Il a entièrement raison, c'est micro-invasif, mais je trouvais que c'était tellement intéressant en termes de progrès, j'ai mis non invasif. C'est entièrement vrai, effectivement, il y a ces picotis. Et je rappelle que PK Vitality était un projet, là je remets ma casquette Cap Digital Cocorico, qu'on avait accompagné dans le cadre de EITL's Catapulte, il y a quelques années maintenant, un programme d'accélération qu'on mène au niveau européen, sur l'innovation en santé, Digital Health, Biotech, MedTech, voilà. Merci Antoine pour cette précision. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette présentation. Un grand merci à Françoise, un grand merci à Vincent, un grand merci à Antoine aussi pour votre présence aujourd'hui.
pour vos présentations. Merci à l'ensemble des participantes et des participants. Je le rappelle, hein, vous allez recevoir un message, un mail dans lequel vous pourrez avoir accès au replay. Et puis évidemment, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le calendrier événementiel Cap Digital que vous retrouvez sur notre site internet. Et j'en profite pour vous donner une petite information en avant-première. On a beaucoup parlé métavers aujourd'hui. On va faire un événement dédié, Lost in Metaverse, qu'on va faire avec France Télévisions, Cathy Brem du France TV Lab, en analysant notamment leur cahier de tendances dédié au métavers qui est sorti il y a peu. Et Cathy sera tout droit de retour d'Austin. Elle ira au SXSW, donc ce sera aussi l'occasion de lui poser toutes nos questions et de faire un retour d'expérience. Ça se passera le 22 mars à 18 h et on va essayer de le faire dans les locaux de Cap Digital ou au moins dans une version hybride depuis notre studio pour avoir le plaisir de se retrouver ensemble dans les limites de ce que nous permettent de faire nos juges d'accueil. Vous recevrez toutes les informations par mail prochainement. Voilà ce que je pouvais vous dire en petit cadeau bonus. Merci pour cette précision, Antoine. Bonne journée à tous, bonne fin de journée. Merci à tous, bonne À journée. bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.